C'est à moi de remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de cette semaine, ceux qui nous reçoivent bien sûr à l'île de la Réunion, pour dire à quel point nous sommes heureux d'être ici avec vous. Pour moi, c'est la première fois que je viens à l'île de la Réunion, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je voudrais remercier Jacques Serrano, qui est véritablement l'organisateur de ces rencontres déjà depuis quelques années. Mais c'est la première édition ici. Alors, il faut que je garde le micro à la main, je suppose. Pourtant, j'ai la voix qui porte, mais vous m'entendez? Non, pas suffisamment. Pourquoi pas au fond, qu'est-ce qui m'autorise, moi qui ne suis pas journaliste, à parler du fait divers? Il est vrai, mais qu'il y a un certain nombre d'années déjà, dans le fil, j'avais suggéré à un petit éditeur parisien, édition Descartes, je lui ai dit, tu sais, ça serait très très bien si on faisait des petits livres de pensée sur des faits divers qui sont en même temps des faits de société. Alors que le fait divers est traité plus ou moins rapidement dans les journaux, un peu plus longuement dans les magazines, mais ça passe assez vite. Hein. Au bout de quelques mois, on n'en parle plus. Bien. Donc, on pourrait profiter de quelques faits divers qui sont des faits de société pour faire des petits livres, des petits ouvrages de pensée. Et c'était l'année de la Coupe du Monde. Je vais tiens, le premier, ça va être un petit livre sur le football. Là-dessus, la princesse de Galles se tue, comme vous le savez, dans un accident de voiture dans le tunnel du pont d'Alma. Et bien évidemment, je dis, ben voilà, notre sujet, nous l'avons, et on sort immédiatement ce petit livre, qui était d'ailleurs un ouvrage collectif avec de belles plumes, Marc Auger, Régis Lebray, moi-même, etc., qui l'organisait. Il y avait même une petite complainte que Jean Baudrillard avait écrite pour Lady Di. Bien. Voilà, donc il se trouve que malheureusement cet éditeur, qui était un grand amateur de poker, était pour des coups. On fait un coup, puis après on passe à un autre coup. Il n'a pas donné suite, ce qui était ridicule d'ailleurs. C'est récemment, et je reprendrai peut-être un jour le projet. Et je termine là-dessus. Pendant 5 ans, à chaque anniversaire de la mort de Lady Di, alors j'étais pour la BBC, pour toutes les chaînes australiennes, etc., celles qui devaient parler de Lady Di. Voilà comment j'ai rencontré véritablement le fait divers. Alors, ce matin, quand même, il faut aussi avoir une petite prime de plaisir et découvrir les beautés de votre île en déjeunant avec des amis ici présents et qui interviendront. D'ailleurs, ils sont intervenus en duo hier. On posera une question, on te demandera qu'est-ce qu'un fait. On dit, bah, il faut que je commence. Alors, nous le savons, et là je ne vais dire que des choses extraordinairement triviales, rien de moins factuel, évidemment, que le fait divers. Alors, pour aller très très vite, hein, parce que ça c'est de l'ordre de la question baccalauréat, le fait divers, on le sait, n'est pas un fait, mais évidemment un symptôme révélateur des peurs, des fantasmes, des névroses, des désirs de la société qui s'en emparent. Un fait dont la société ne s'empare pas, peut-être en 3 lignes dans un journal local, mais ne sera pas véritablement considéré comme un fait divers. Et vous savez aussi que le fait divers est littérature, on l'oublie parfois trop, et art de masse. D'ailleurs, les surréalistes l'avaient parfaitement compris. Très vite, juste pour situer le problème, et vous allez voir de quoi je vais parler dans quelques instants, le mot fait divers, il est apparu en 1838 et il désigne à la fois, c'est-à-dire au moment de la grande presse, hein, quand la grande presse commence au XIXe siècle, et il désigne à la fois l'événement lui-même, le fait, et l'information qui le relate, et aussi la rubrique du journal qui le traite. Alors, il est rangé, pourquoi fait divers? Parce qu'il est inclassable, c'est l'inclassable de l'information. Parce que les faits divers sont considérés à l'époque comme extrêmement difficiles à définir. Au fond, négativement, c'est tout ce qui n'a pas trouvé place dans les rubriques habituelles. Le fait divers, la rubrique fait divers, c'est le classement de l'inclassable. Alors, ce sont des petits faits étonnants, parfois tragiques, extraordinaires, parfois même insignifiants, qui concernent plutôt les gens en tant que personnes privées et qui n'ont
apparemment pas d'effet central sur le fonctionnement de la société. Et pourtant, c'est ce que je vais essayer de montrer, il témoigne sporadiquement de la part maudite de la société. Alors, encore un petit rappel historique. Dès le XIXe siècle, les médias populaires exploitent le fait divers. Ils le scénarisent, le mettent en scène, le dramatisent. On renforce le caractère théâtral en jouant sur les décors, les protagonistes stéréotypés. Il y a tout un travail, je dirais, de scénographie qui se fait dès cette époque autour du fait divers. Et on sait que cette logique de l'information spectacle entraînera la naissance de périodiques spécialisés pour arriver dans les années 50 du XXe siècle à des magazines comme Détective. Alors, dernier point pour cette information, bien que le fait divers comme thème médiatique trouve ses origines au XIXe siècle et qu'il réveille l'intérêt des artistes tout autour du XXe siècle, la philosophie, quant à elle, ne voyait pas au début dans le fait divers un sujet de réflexion. Et c'est vraiment à partir des années 50, les années où apparaît justement le détective, c'est à partir des années 50 que le fait divers attire l'attention de philosophes. Je dirais d'abord de Sartre dans les temps modernes, qui va accorder beaucoup d'importance au fait divers. C'est le mien. Donc, ça attire l'attention de philosophes comme Sartre, et puis il y en aura d'autres après, je vais très vite, Michel Foucault, bien sûr, et jusqu'à Rancière, poétique du fait divers. Car, et j'en ai fini, le fait divers, en tant qu'interrogation, et c'est ça dont je veux parler, en tant qu'interrogation sur le rationnel, interroge la pensée en tant qu'il pose la question du statut de l'irrationnel. Voilà ce que je veux montrer. Comment le fait, et c'est en ce sens qu'il devient un objet philosophique. Il pose, si vous voulez, au rationnel, la question du statut d'irrationnel. Alors, il peut y avoir plusieurs types d'approches. Je les élimine. Approche sociologique, le fait divers comme reflet de la société et comme instrument éphémère de cohésion sociale par, nous dirait Rancière, la synchronisation des affects qui fait lien dans nos démocraties. Il peut y avoir une approche politique qui découle en fait du précédent. Le fait divers est politiquement et juridiquement prescripteur. C'est vrai que très souvent des lois ont été faites après des faits divers qui ont particulièrement eu des faits dans l'opinion publique. Il peut y avoir une approche, comme je vous le disais, philosophique, et ce sera la mienne, qui s'intéresse entre autres à ce que notre réaction aux faits divers nous dit de notre rapport au réel et à la vérité. Donc, mon approche, qui se veut philosophique, part de la question que nous dit le fait divers sur ces deux points, c'est-à-dire le rapport au réel et à la vérité. Et comment le fait divers débusque-t-il nos modes d'évitement du vrai au prix, et je vais m'en expliquer, de construction et de raisonnement qui ne font que mettre sous une loupe grossissante, et j'en emprunte le terme à Clément Rosset, notre folie ordinaire. D'où, pour moi, l'importance de certains faits divers qui devraient être des cas d'école pour la philosophie par rapport aux questions majeures qui sont ou devraient être les questions de la philosophie, celles du rapport au réel, celles de la recherche de la vérité, celles, et je me répète, en bon pédagogue, celles de la rationalisation de l'irrationnel. Alors, l'exemple paradoxal que j'ai choisi d'interroger est celui de la disparition, et j'utilise ce terme non pour sa vertu euphémisante, quand quelqu'un vient de mourir, on dit « Ah, il est mort, il a disparu, il est parti », mais pour son ambiguïté, qui autorise les spéculations les plus délirantes du chanteur Michael Jackson, le 25 juin 2009, suivi de phénomènes de déni massif. C'est pour ça que je dis disparition, parce qu'on se dit « Ah non, il n'est pas mort, il est parti, il est mort ». Donc, vous voyez, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement cet exemple, c'est-à-dire cet exemple de déni de quelque chose. D'ailleurs, à l'époque, j'avais regardé des centaines de blogs sur la toile, mais il y en avait des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, que tout ça. Alors, problème. Premier point que je vais analyser, Michael Jackson n'est pas mort. Voilà
disait sur la toile. Non, Michael Jackson n'est pas mort. Alors c'est pour ça que j'ai voulu, en arrière-fond de ce que j'ai à vous dire, vous montrer évidemment une image d'un des clips les plus connus d'ailleurs de Michael Jackson. Alors, pourquoi je disais que c'était un exemple paradoxal? Pour plusieurs... D'abord parce que, vous me direz, c'est pas un fait divers. La mort de Michael Jackson, ça fait la une, première page, bien évidemment, on est d'accord. Parce que justement, la vie des stars échappe en principe à la catégorie du fait divers. Car la vie des stars fait partie d'une geste, c'est-à-dire d'un récit à épisode. Donc, curieusement, la mort, d'ailleurs, ne marque pas nécessairement la fin. Parce qu'il y a des films, regardez le film autour de Grace Kelly. Alors, non, Grace Kelly n'est pas la fin, maintenant, il y a un film, etc. Il y a des films, des livres, des révélations posthumes, etc. Donc, ce n'est pas un fait divers, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un récit, dans une geste plus ou moins héroïque. Alors, il faut que vous compreniez que ce qui fait, pour moi, ce n'est pas la mort du chanteur, puisque justement, je viens de dire qu'elle s'inscrit dans une geste, mais la réaction du public. Le fait, c'est la réaction du public. Et c'est de cela dont je parlerai. Pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a un regain d'actualité avec la sortie des nouveaux enregistrements et des nouveaux clips de Michael Jackson. Alors, Michael Jackson cloné, Michael Jackson zombie, Michael Jackson recréé hologrammatiquement, Michael Jackson ressuscité grâce à la technique. D'ailleurs, ce qui nous amènerait à un autre sujet pour la pop philosophie, la technique comme promesse d'immortalité. Mais encore une fois, c'est une autre histoire et peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en traiter. Quelle est ma question? Ma question est la suivante. C'est l'usage paranoïde ou pervers du fait divers dont je voudrais dans un premier temps analyser le fonctionnement et la fonctionnalité. Je m'explique. Quand le réel est insoutenable, inacceptable, la réaction la plus souvent attestée est de prier le réel d'aller se faire voir ailleurs. Et il y a deux cas possibles de refus. Il y a le refuge dans l'illusion, ainsi défini par Clément Rosset, que je cite ici, un art de percevoir juste, c'est-à-dire qu'on perçoit bien, on voit bien ce qu'on voit, on ne se trompe pas, on n'est pas atteint tout d'un coup de vision brouillée. Non, de percevoir juste, mais de tomber à côté dans la conséquence. Donc, refuge dans l'illusion. Et le deuxième cas de figure pour moi, c'est le soupçon qu'en fait le réel est ailleurs. Alors, dans le cas de l'illusion, le réel n'est pas nié. Et si je prends le cas de la mort de Michael Jackson, on reconnaît bien voir ce que l'on voit, en l'occurrence ce que les médias télévisuels nous donnent à voir. Et que nous ont-ils donné à voir? Une ambulance qui quitte en hâte la propriété de Neverland, un cercueil dans lequel repose un corps, en tout point semblable à celui du chanteur, des obsèques célébrées en grande pompe, et un enterrement auquel assistent à côté de la famille de nombreux membres de cette autre grande famille qui est celle du showbiz. Mais, voilà l'illusion, on voit. Mais on ne croit pas que ce que les yeux voient a le sens qu'il faudrait normalement accorder à la scène. On voit, mais ça n'a pas le sens qu'il faudrait accorder à cette scène, à savoir, Michael Jackson est mort. Michael Jackson, transporté en urgence à l'hôpital, est décédé et désormais son corps repose dans un cimetière Los Angeles. Voilà ce que nous disent toutes les images que la télévision ou d'autres médias nous montrent. Alors, vous voyez bien que dans le cas de l'illusion, l'événement est scindé en deux. Les choses sont bien ce qu'elles sont. D'accord, il y a une ambulance, il y a un cercueil, il y a un enterrement, il y a tout ce que vous voulez. Mais la conséquence que j'en tire est autre. Et dans le cas du soupçon que le réel est ailleurs, et j'en emprunte au fond l'intitulé au titre d'une série télévisée culte en son temps qui s'appelait X-Files, vous vous souvenez de cela, le réel est ailleurs, évidemment. Alors, dans le cas du soupçon que le réel est ailleurs, eh bien, on se dit que la réalité que l'on nous montre est une falsification. Le réel est tout autre, et tous les signes attestant de la réalité des images et des scènes filmées sont autant d'indices et de révélateurs
de la supercherie. C'est-à-dire que plus on vous montre des preuves, n'est-ce pas, que ça est, plus vous vous dites « Ah, ce sont des indices et des révélateurs de la supercherie ». En fait, les deux cas de figure ont partie liée. Je vais après vous montrer une image. Le refuge dans l'illusion témoigne de notre difficulté habituelle à faire face au réel, surtout lorsque celui-ci se manifeste brutalement sous la forme d'un événement douloureux, dramatique, tragique. Pas besoin d'être grand philosophe pour avoir en tête notre réaction habituelle face à un accident, tout d'un coup, quelque chose d'accidentel qui vient d'arriver, qui est insoutenable, insupportable, dramatique, tragique, douloureux, etc. Première réaction, c'est pas vrai. Alors, maintenant, quand on dit c'est pas vrai, on n'est pas dans le déni de réalité, mais c'est l'expression qui vient d'abord. On sait que c'est vrai, mais on dit c'est pas vrai. Ou ce n'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible. Or, ces expressions que nous prenons pour des tics de langage, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est-à-dire, au fond, des expressions purement fatiques, sont le premier degré de l'illusion, ou je dirais sont la trace mémorielle de l'illusion inscrite dans la langue. Fait de dire c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il faut les prendre au sérieux. Ces expressions qui ne prétendent que témoigner de notre étonnement, c'est pas possible, notre étonnement, sont révélatrices de notre protestation tout à la fois contre la vérité, toujours intolérable, et contre la façon brutale, toujours inattendue, même lorsque les choses sont préparées de loin, qu'ont les événements d'advenir. Cela explique la réaction des médias qui ne font que répéter le fait par un passage en boucle des images assorties d'un discours qui est toujours le même. Matraquage, hypnotique, destiné à nous assurer de la réalité du réel par cette pratique hallucinatoire. Car au fond, d'un fait, en tant qu'irruption brutale du réel dans notre réalité, il n'y a rien à dire. Michael Jackson est mort, il y a à dire, sauf évidemment pour les magazines dont je dirais c'est le fonds de commerce, qui vont alors à ce moment-là vous raconter plein de choses sur Michael Jackson, mais le fait en tant que tel, il n'y a qu'à dire, il est mort. Bon, il n'y a rien à dire, sinon que c'est un fait. Et le communiqué de l'agence de presse, il suffit largement. Il n'y a rien à dire en ce qui concerne sa réalité brute. Pour le reste, il y a tout à dire, puisque le fait a à être construit. D'où l'impuissance face à ces faits, dont la diversité indique moins l'impossible classement. Au début, je vous disais, le fait divers, c'est ce qui est impossible à classer. Mais oui, non, en fait, la diversité du fait divers indique moins son impossible classement que, au fond, et c'est là-dessus que la philosophie, je crois, a à intervenir, que notre impréparation à les intégrer intellectuellement aussi bien que psychiquement. Combien de fois avez-vous entendu « Hier, il était encore vivant ». Ah oui, hier, il était encore vivant. À ne pas confondre avec la plaisanterie, évidemment, sur M. Lapalisse, qui, un quart d'heure avant sa mort, était encore en vie, bien que cette lapalissade, évidemment, ajoute au truisme, auquel elle sert très souvent d'exemple, parce qu'elle ajoute l'étonnement que fait naître une disparition. Comment est-ce possible? Alors, comment est-ce possible? Hier encore, il était en vie, d'ailleurs, si on prend Michael Jackson, il préparait son comeback, il était encore en vie, et puis, conclusion, peut-être, il ne peut être mort. Il ne peut être mort. Il n'y a pas de fait divers sans étonnement. Et c'est pour ça que je vous dis que ça devrait intéresser particulièrement la philosophie, parce que quelqu'un, hier, a posé une question, au fond, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Ça commence comment? La philosophie, ça commence par l'étonnement. Voilà, l'étonnement pour le monde, s'étonner. Et bien c'est vrai, le fait divers, il n'y a pas de fait divers sans étonnement. Comment est-ce possible? Et d'ailleurs, la mort, parce que là aussi on pourrait s'étonner de l'étonnement, la mort, qui est le phénomène le plus nécessaire, nous sommes tous mortels évidemment, est en même temps le plus contingent. Quand, où, comment
Et on sait très bien que la mort, à cause de ça, c'est le phénomène le plus nécessaire, nous mourrons tous, est le plus contingent, en ce qu'il suscite toujours une réaction de surprise douloureuse. Alors, vous voyez bien que ce qui m'intéresse, c'est la résistance à comprendre tout à la fois la résistance à comprendre, tout à la fois comme la preuve d'un différé. Jacques Derrida aurait parlé de différence avec un A, différé au sens que diffère, évidemment, la compréhension. Le différé entre la prise de connaissance d'un fait et son intégration psychique et intellectuelle. Il y a du temps. Je ne voudrais pas sembler cuistre, mais je vous donnerai ensuite un exemple de ce phénomène. Donc, la résistance, elle tient à ce différé entre la prise de connaissance et l'intégration. Et aussi, deuxième point, différent, mais on verra comment ça se combine, comme la marque d'une incrédulité à l'égard du réel. Alors, le premier type de résistance, c'est-à-dire le différé entre la prise de connaissance et l'intégration, a à voir avec la temporalité. C'est-à-dire que la perception demande du temps et de la distance. C'est là où je disais que je ne veux pas être cuistre, mais c'est vrai que dans le Gai Savoir, Nietzsche, dans le fragment qui traite de l'annonce de la mort de Dieu, Nietzsche dit, c'est la prononce ou écrit ces phrases que je trouve particulièrement pleines de sens, parle de la mort de Dieu. Cet événement énorme est encore en chemin, il marche et n'est pas encore parvenu jusqu'à l'oreille des hommes. Il faut du temps aux actions, même quand elles sont accomplies, pour être vues et entendues. Cette action leur demeure encore plus lointaine que les plus lointaines constellations, et ce sont pourtant eux qui l'ont accomplie. Il prendra l'exemple d'ailleurs de l'éclair et du tonnerre. On voit l'éclair et puis on entend ensuite le bruit. Vous voyez donc que la première résistance, c'est cette question du différé entre la perception et l'intégration. Et justement, ce qui caractérise le fait divers, c'est toujours l'état d'impréparation dans lequel il nous trouve. En raison de quoi? De la rapidité de son avènement. Il nous surprend toujours. Mais on verra, je vous dirai plus tard, que cette surprise est en même temps sans surprise et que ça n'est pas le seul paradoxe du fait divers. Alors, le deuxième, je parle du temps, deuxième type de résistance a à voir avec la difficulté à admettre la réalité du réel. Alors, le raisonnement sous-jacent est le suivant. On ne peut pas tout développer, je vais essayer d'aller vite. Vous faites des grands signes à cause en marre. Alors, le type de raisonnement sous-jacent est le suivant. Je suis sûr que vous l'avez tenu à un moment ou à un autre. Ce n'est pas vrai parce que cela ne peut pas être vrai. Ce n'est pas vrai parce que ça ne peut pas être vrai. Il s'ensuit que puisque le fait est inconcevable, c'est inconcevable. Ça ne peut pas être vrai. Alors, je reviens à mon exemple. En l'occurrence, la disparition soudaine, que rien ne laissait prévoir, du King of Pop. Puisque le fait est inconcevable, il n'est pas. Il est inconcevable, donc il n'est pas. Et que tout ce que l'on nous montre dans les médias n'est qu'une mise en scène de sa propre mort, faite par Michael Jackson. Alors on peut passer à la deuxième image. C'est lui qui a manipulé, je prends un des exemples, il y a bien d'autres choses, c'est lui qui a manipulé les images de sa disparition pour produire le film encore jamais réalisé, qu'il avait promis à ses fans, etc. Bon, bref, toutes sortes d'éléments d'une conspiration. Conspiration faite par lui ou par d'autres. Alors par exemple, voilà une image où, regardez, on le voit quitter sa propriété, n'est-ce pas, dans une voiture. Alors peut-être que c'est Michael, enfin, je ne sais pas très bien. En tout cas, regardez. Et il y en avait des dizaines et des dizaines de preuves de ce genre. Vous voyez donc que toute preuve de la réalité du fait, toutes les preuves dont j'ai parlé au début, le cercueil, l'hôpital, etc., toute preuve de la réalité du fait deviennent autant de signes évidents du mensonge dont nous entretiennent les médias. Plus les informations, les images sont évidentes, moins elles sont crues. C'est ce que j'appellerais, avec d'autres spécialistes de l'art
l'argumentation, le phénomène de la preuve inversée, hein, qui est au fondement de l'argumentation conspiratoire. Plus les médias apportent des preuves de la mort de Michael Jackson, plus on en conclut à sa non-mort. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et le rôle joué par la preuve inversée dans les théories conspirationnistes et les credos irrationnels, hein, c'est très important, cette preuve inversée. D'ailleurs, à l'époque, les blogueurs se sont fait journalistes d'investigation, ils ont analysé l'appel passé au central de police secours, la trajectoire de l'ambulance, le certificat de décès, etc. Toute preuve de vérité de l'information donnée par les médias devient preuve d'un mensonge organisé dont ils sont les complices, les médias, ou les victimes. Autrement dit, plus on nous fournit la preuve que Michael Jackson est bel et bien mort, plus il est évident et certain qu'il n'est pas mort. Derrière chaque indice troublant se cache la vérité, Michael Jackson n'est pas mort. Alors, je ne vais pas épiloguer, vous avez compris. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelque chose d'hallucinatoire dans la construction de cette illusion qui prend la place du réel, sans que ce dernier puisse reprendre la main, puisque ce qui doit être prouvé dans ces théories hallucinatoires, à savoir Michael Jackson n'est pas mort, et les arguments censés le prouver, se confondent dans une répétition têtue de la croyance dont il devrait éprouver la validité. C'est-à-dire que c'est un raisonnement tautologique. Et donc les arguments ne sont pas, ce qui est en principe en philosophie en science, ils ne sont pas falsifiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur opposer quelque chose, puisque tous les arguments qui iraient dans le sens de « mais ce n'est pas vrai, bien sûr qu'il est mort », immédiatement sont repris par le fait, et vous voyez, votre argument est un argument qui vient corroborer ma thèse conspirationniste, il n'est pas mort. Donc, ça n'est pas falsifiable. Donc, vous en arrivez à cette certitude. Alors, ceci m'intéresse, non pas seulement à cause, évidemment, vous l'avez compris, c'est un exemple, Michael Jackson. Ceci m'intéresse parce que c'est ce qui fonctionne au principe même de la théorie du complot. On nous trompe. On nous trompe. Pour ça. Mais ce qui est plus intéressant d'un point de vue philosophique, c'est pas simplement cette paranoïa, on nous trompe, c'est l'idée que la causalité que l'on met en avant est suspecte. D'où l'inacceptabilité de l'explication causale qu'on nous fournit. D'où le soupçon, c'est pas simplement on nous trompe, d'où le soupçon, parce que c'est une nous trompe, ça serait trop facile, trop simple, bah oui, tous des menteurs, ils nous manipulent. Non, c'est plus intéressant, cette construction intellectuellement parlant, parce que c'est le soupçon que le fait divers a une autre cause que sa cause. Et ce qui est caché, c'est cette autre cause que sa cause. Bien sûr, c'est cela que l'on ne nous dit pas. Et vous voyez que cette théorie vient de ce que le réel est moins excitant que l'hypothèse ou le fantasme du complot, ou disons, plus satisfaisant, hein, le complot, en ce qu'il donne sens à ce qui arrive. Et c'est ce que j'appelais la rationalisation de l'irrationnel. Alors, avant de conclure, je voudrais revenir un peu en arrière et terminer par une interrogation de type politique pour vous montrer, indépendamment des théories conspirationnistes, vous voyez bien la dangerosité sociale et politique, mais aussi une autre forme de dangerosité politique de ce mode de raisonnement. Ce n'est pas vrai parce que cela, je reprends, ce n'est pas vrai parce que cela ne peut être vrai. Michael Jackson n'est pas mort parce qu'il ne pouvait pas mourir. Je l'ai dit. Je voudrais ici restituer le raisonnement sous-jacent. Quel est le raisonnement sous-jacent à Michael Jackson n'est pas mort parce qu'il ne pouvait pas mourir. Le raisonnement sous-jacent, c'est ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas possible n'est pas. N'est pas. Où l'on voit, vous allez voir, pourquoi je m'achemine, où l'on voit que la question de la vérité disparaît derrière celle du vraisemblable. Or, qu'est-ce que c'est que le vraisemblable? Ce n'est jamais que la vérité rendue acceptable par une opération de l'esprit. Et que la vérité disparaît derrière le vraisemblable. Puisque cela n'est pas possible, ça n'est pas.
j'avais appris à l'école, c'est vrai, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable, mais l'inverse, on va toujours montrer, est la même. La conclusion communément tirée par l'opinion de certaines informations pourtant confirmées est « ce n'est pas vrai parce que cela ne ressemble pas au vrai, le vraisemblable seul est vrai, et le fait divers, bien que relevant en principe par sa nature brute du fait, de la catégorie du vrai, doit paradoxalement ses plus grands succès médiatiques à celle du vraisemblable, c'est-à-dire à la possibilité d'intégration dans la conscience commune, collective, à un moment donné. Alors, je vous dis, je m'avance vers ma conclusion, cette vraisemblabilisation, le fait divers la doit à, évidemment, sa mise en récit, ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, mais moi je préférerais citer Paul Ricoeur, le récit comme opérateur d'intelligibilité, pourquoi pas, c'est bien storytelling, mais Ricoeur c'est pas mal non plus. Et donc le fait divers le doit à sa mise en récit et aussi à sa congruence avec l'état de l'opinion publique, c'est-à-dire l'idéologie, la sensibilité, l'imaginaire, etc. Et les deux, évidemment, ont partie liée, car c'est cette congruence que le récit médiatique exploite. Et pour le comprendre, il faut chercher ce qui, en chaque fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce qui, en chaque fait, j'insiste, fait, ou ce qui, en chaque événement, fait, événement. Ce n'est pas vrai parce que cela ne peut être vrai. Cette formule, qui est celle par laquelle s'exprime notre résistance ordinaire à le réel dans sa brutalité et sa soudaineté, est des plus dangereuses. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Parce qu'encore une fois, c'est un réflexe. Hein, on y pense pas, on se dit ça, sans même y prêter attention. Elle est des plus dangereuses, philosophiquement d'abord. C'est un déni de la catégorie de la vérité. Elle est dangereuse socialement, parce que c'est une forme d'aveuglement volontaire, et elle est dangereuse politiquement, parce que c'est une forme de dictature de l'opinion. En effet, c'est ce que je voudrais prouver pour finir. Retournez ce raisonnement. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas possible. Ben oui, moi je retourne le raisonnement, et qu'est-ce qui se passe? Vous obtenez cette autre proposition. C'est parce que cela est possible que c'est vrai. C'est parce que c'est possible que c'est vrai. Ou c'est parce que cela est possible que cela est. Qui contribue bien évidemment au succès populaire des faits divers, entraînant souvent des conséquences désastreuses. Ce fut le cas, pour prendre un exemple récent, dans l'affaire dite d'Outreau. Ah oui, puisque c'est possible, cela est. Hein, dans l'affaire d'Outreau, était vrai ce que l'opinion et le juge, dont on ne voit d'ailleurs pas par quel miracle il aurait pu échapper, non pas à la pression de l'opinion, comme on l'a dit, ça c'est son métier de résister à la pression de l'opinion, mais en tant qu'homme, à l'opinion commune, c'est un homme comme les autres, il est pris dans la même doxa que les autres. Donc, était vrai ce que l'opinion était préparée, ou prête, à croire. Vous voyez la dangerosité du retournement de ce raisonnement. D'où le climat d'hystérie collective autour des affaires de pédophilie, etc., etc. Mais il y a un autre exemple, beaucoup plus ancien, que seuls ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale connaissent, non, je plaisante. Un autre exemple qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'était celui du notaire de Bruay en Artois, accusé du viol et du meurtre d'une jeune fille, fille de mineur, et qu'on avait trouvé comme ça sur un tas de... Je pense d'une charbon. Non, c'était peut-être terrible. Bon, bref. Et vous voyez bien ce qui s'était passé, ce pauvre notaire. Puisque c'était possible, hein, sur fond, c'était possible sur fond de quoi? Sur fond de lieux communs, d'idées reçues sur les notables et leur dépravation. C'est bien les notables de province, les orgies, les parties fines, la pédophilie, et j'en passe, hein, toute cette mythologie livresque, plus idéologie de classe, hein, comme dans les films de Pierre Mocky,
On sait ce qu'il en est des notables de province qui cachent leur turpitude derrière leur façade de respectabilité bourgeoise. Bien évidemment, donc c'est possible. Donc c'est. Et le type, il se trouve évidemment accusé. Et d'ailleurs, les temps modernes et d'autres journaux participent de la chose. Vous voyez donc que c'est un sacré problème. D'ailleurs, dans l'affaire Grégory, lorsque Marguerite Duras dit « bah oui, les mères peuvent être des matricides », enfin, puisque c'est possible, alors la mère de Grégory, elle peut, bah oui, ça peut être vrai qu'elle a tué son fils. Alors, vous voyez donc que ce n'est pas anodin, ce type de raisonnement courant. Alors, j'en viens, ultime point, la nécessité, parce que je vous dis, le fait divers, paradoxalement, il advient, on n'est pas préparé, il advient, et c'est à cause de ça qu'on a une difficulté à l'intégrer, qu'il faut du temps, et que tout cela aboutit à ces raisonnements irrationnels qui essaient de se rationaliser, comme j'ai essayé de le montrer. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous disais qu'il était aussi paradoxal, le fait divers n'advient pas toujours de manière aussi surprenante qu'on le croit. Parce que il est indicateur d'époque, il fait symptôme. Certes, il est inattendu dans la forme spécifique de sa manifestation et dans le moment de son inscription temporelle, mais il est toujours attendu. Il est toujours attendu, sinon il serait irrecevable. On peut le dire autrement, comme je le disais en termes philosophiques, il est contingent et en même temps nécessaire. Je m'explique. Il est nécessaire d'une nécessité socio-idéologique, c'est-à-dire d'une vision du monde. Je prends un exemple. Vous connaissez tous l'affaire de Jacques Léventreur, qui a excité tellement les esprits, d'abord excité l'Angleterre, très inquiète, etc. Combien d'ouvrages, combien de films, combien de spéculations sur l'identité de Jacques Léventreur. Oui, c'est très intéressant parce que quelques années plus tôt, Émile Zola écrit un roman qui s'appelle La Bête humaine. Bon, il se trouve par hasard que le héros, c'est Jacques Lantier. Enfin, le fait que les noms soient semblables, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans le roman d'Émile Zola, il y a la mise en œuvre, si vous voulez, de cette pulsion morbide, de cette névrose, enfin plus que névrose, cette pathologie qui affectait Jacques Lantier et qui le pousse, malgré sa volonté, à éventrer des femmes. Et donc, ça ne se produit que dans un climat, je pourrais développer davantage, mais là j'entrerai dans autre chose qui supposerait quelques éléments de l'histoire des idées de la fin du XIXe siècle. Mais je veux prendre du XIXe. Mais je veux prendre un autre exemple que vous connaissez aussi, l'affaire Dreyfus. Et je voudrais simplement vous dire que quand on regarde des textes qui ont commencé à apparaître une dizaine d'années avant l'affaire Dreyfus, là, on trouve un peu partout, sous la plume de Drummond, ça c'est pas étonnant, mais dans pas mal de journaux, l'idée qu'un juif trahira. Un juif trahira. Et vous voyez donc, il y a comme une espèce de préparation d'opinion et d'anticipation sur le fait. Alors le fait, il est contingent en sa manifestation spécifique, le petit bleu qu'on découvre, etc. Mais il est nécessaire en son effectuation ou son actualisation. Et donc, si ce n'eût été le capitaine Dreyfus, c'eût été un autre de ses corélégionnaires. Évidemment, c'est QFD. C'est pour ça que je vous disais qu'il est contingent et en même temps nécessaire, d'une nécessité socio-politico-idéologique. D'où l'idée que l'impression plutôt que l'événement a toujours été là et que nous l'identifions par une sorte d'étrange phénomène d'anticipation rétrospective. Cela est arrivé parce que cela devait arriver, qui se retourne également en « cela devait arriver, donc c'est arrivé ». Et Jack, l'éventreur, évente des femmes, Dreyfus est coupable, le notaire de Bruay en Artois également. Le fait est alors moins objet d'une connaissance, d'information, que d'une reconnaissance. Il est l'actualisation, ou si l'on préfère, l'avènement dans le vécu de ce qui n'était jusqu'alors que de l'ordre de la représentation. Et c'est là que je vous disais que le fait divers va devenir prescripteur, il va prendre la place du législateur et dicte la loi. J'en arrive à la fin. En même temps, le fait divers
à une nécessité, il relève d'une nécessité destinale. Tel est le cas de ces faits, de ces événements qu'on ne peut expliquer par les causes auxquelles on tente de le réduire et qui, pour cette raison, semblent venir d'un autre monde que celui sur lequel règne la loi de causalité. D'un monde conduit en sous-main par ces stratégies fatales, terme que j'emprunte à Jean Baudrillard, auxquelles on donne le nom de destin, ainsi de la mort de Lady Di ou de celle de Michael Jackson. Elle nous fascine parce qu'elle nous parle d'un monde qui n'est plus le monde du hasard, celui où il arrive que des voitures rencontrent malencontreusement des piliers dans des souterrains, celui où il arrive que l'abus de médicaments entraîne des arrêts cardiaques chez les demi-dieux à la veille d'un comeback très médiatisé, mais d'un monde où les événements ont une destination secrète, un monde de la prédestination. Et c'est aussi ce qui nous fascine. Et avec cette fascination, nous sommes fascinés, ou plutôt par cette fascination, nous sommes fascinés par un monde délivré du hasard. Et c'est ce qui fait que notre distance critique s'évanouit, comme anesthésiée. Lady Di, tout comme Michael Jackson, ont rencontré leur destin. Mais il n'y a pas que les déités médiatiques qui ont ce type de rendez-vous. Voilà ce que nous dit aussi le fait divers. L'hypothèse que nous pourrions, nous aussi, sur un mode moins spectaculaire, être conduits par le destin, nous arrache à la contingence de notre existence, nous aussi. Et c'est là qui tombe le rideau sur la vigilance critique, et que l'on oublie complètement le caractère, la dangerosité profonde du type de raisonnement dont j'ai parlé au début. Alors, il ne s'est peut-être rien passé le 31 août 1797, jour de la mort de Lady Di. Il ne s'est peut-être rien passé le 25 juin 2009, jour de la mort de Michael Jackson. Le Nikkei n'a donné aucun signe de fébrilité, le CAC 40 n'a pas bougé, le Dow Jones n'a enregistré aucune fluctuation, et pourtant la planète s'est réveillée en état de choc. Pourquoi Michael Jackson? Il fallait voir sur le blog, c'était extraordinaire. Ah non, on va regarder les images. Michael Jackson, je lis cette phrase fascinante d'une blogueuse. Michael Jackson, par son intelligence d'une certaine manière, Michael Jackson meurt, c'est pour moi aussi étrange que de concevoir Michael Jackson vivant. Presley ou encore Lady Diana étaient aussi des mythes, mais on les savait réels. Dans son cas, son rapport à notre propre réel et au sien est bien plus indéfinissable. Chaque image de lui, chaque photo n'apporte aucune preuve de son existence. En fait, pour peu qu'on ait décidé d'y croire avant, il se cachait derrière des masques, des lunettes, des habits. Ça aurait pu être n'importe qui, ou quoi d'autre sur les images, mais habillé en Michael Jackson. Donc au fond, la théorie du complot, de la conspiration, mais de toute façon, il n'y a jamais peut-être eu de Michael Jackson. Donc il n'est pas plus mort qu'il n'a été vivant, il n'a jamais été vivant, etc. Et oui, apanage des stars, apanage des anges et des kings, fut-il king of pop, Jackson a deux corps, l'un tangible et mortel, celui que l'on a vu dans son cercueil, auquel évidemment on refuse, à la mort duquel on refuse de croire, l'autre éternel et virtuel. Et on s'aperçoit que Michael Jackson n'étant qu'une image, eh bien, il va continuer à vivre à jamais en tant qu'image. Alors, je vous montre, voilà. Là, on voit bien l'histoire des deux corps, on voit bien comment le Christ, c'est la scène, c'est une Pietà, c'est une œuvre, évidemment, certains l'ont reconnu, de David Lachapelle. On voit bien comment on a joué sur la Pietà, mais ça annonce aussi, comme pour l'histoire du Christ, dont ici Michael Jackson occupe la place, la résurrection, image suivante. Voilà donc le paradis, évidemment, il est là. Et vous allez voir qu'il n'est pas mort, il est toujours là avec nous, comme cette espèce d'ange qui va écraser le mal, qui triomphera de Satan, et Michael Jackson ressuscité, Michael Jackson, Christ nouveau. D'ailleurs, Michael Jackson n'est pas mort comme le Christ, il est sorti de son cercueil.